Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, dont voici tout de suite les principaux faits. Le président de la République condamne l'attentat déjoué en Arabie Saoudite. Et le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, rencontre une délégation de l'Union africaine. Voilà, donc c'était les titres. Bonjour à vous et merci de nous rejoindre. Le chef de l'État djiboutien condamne avec la plus grande fermeté le projet d'attentat terroriste contre la grande mosquée de la Mecque. Le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, a condamné aujourd'hui avec la plus grande fermeté l'attaque terroriste qui a visé hier, vendredi, la grande mosquée de la Mecque, premier lieu saint de l'islam, faisant un mort, le kamikaze, et 11 blessés, dont 5 policiers. Le chef de l'État djiboutien a réitéré à cette occasion, roi d'Arabie Saoudite, Sa Majesté Salman bin Abdulaziz Al Saoud, sa pleine solidarité dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Il a formé par la suite des vœux de prompt rétablissement aux personnes blessées de ce lâche projet d'attentat terroriste. Ismaïla Omar Guelleh s'est réjoui enfin que ce projet d'attentat terroriste contre la grande mosquée de la Mecque ait été déjoué par le ministère saoudien de l'Intérieur. L'opération aurait été préparée par un groupe terroriste basé à 3 endroits différents, un à Jeddah et 2 à la Mecque, selon un porte-parole du ministère saoudien de l'Intérieur. À l'occasion de la fête de la Eid al-Fitr et du 40e anniversaire de l'indépendance, le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, a accordé une remise gracieuse de peine aux condamnés dont la condamnation est devenue définitive au jour de la signature du décret présidentiel numéro 2017 du 22 juin 2017 portant remise gracieuse de peine. Ainsi, 231 condamnés ont bénéficié de cette mesure de clémence et parmi les étrangers bénéficiaires de cette remise gracieuse feront l'objet d'un arrêté d'expulsion vers leur pays d'origine. Sont exclus de cette mesure de grâce les personnes condamnées pour les faits suivants: trafic d'êtres humains, agression sexuelle et viol, détention et trafic de stupéfiants, refus d'exécution judiciaire ou encore menace envers son ascendant. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de nos valeurs de clémence et de pardon qui permettra aux détenus bénéficiaires de retrouver la chaleur de leur famille et de saisir cette occasion pour se réinsérer définitivement dans la société. Après le retrait des forces du Qatar, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, avait saisi l'Union africaine pour trouver à ce conflit frontalier une issue. Une délégation d'établissement de l'Union africaine séjourne donc dans notre pays et a rencontré hier soir le ministre des Affaires étrangères qui leur a fait un briefing sur l'historique et le dernier développement de la situation à la frontière avec l'Érythrée. Et dans une intervention, le ministre a précisé que notre pays a toujours privilégié la solution politique et diplomatique et continue sur cette voie. Il a ajouté que la situation est calme à Douméra et la mobilisation militaire n'est pas d'actualité pour le moment. A pu donc être amené par avion sur Korgangar, Moulhoulé et ensuite par voiture jusqu'à une zone assez proche de Douméra. Nos forces armées leur ont également expliqué un petit peu quelle était la situation sur le terrain. Pour ma part, aujourd'hui, j'ai pu rencontrer cette mission à qui j'ai expliqué un petit peu tout l'historique de cette crise qui oppose Djibouti à l'Érythrée et les derniers développements de la situation suite à la crise qui s'est déclenchée dans les pays du Golfe et le retrait du Qatar de la médiation et le retrait de ses troupes du Douméra et de l'île de Douméra. Donc il est important que la communauté internationale, la communauté africaine en particulier, soit sensibilisée à cette situation et surtout faire en sorte de trouver les mécanismes appropriés pour combler le vide qui a été laissé, parce que ce vide est d'abord source de tension entre les deux pays, et c'est aussi, je dirais, un vide qui risque à l'avenir de compliquer la situation. Et il est aussi important de souligner le fait que l'autre partie doit accepter le principe de la médiation de l'Union africaine. Et nous attendons donc que l'Érythrée accepte cela. Et puis, comme nous l'avons toujours indiqué, la solution diplomatique et politique à ce type de contentieux est la plus, je dirais, appropriée. Et nous l'avons toujours dit depuis près de 9 ans maintenant, et nous allons continuer à travailler à la mise en œuvre de ces solutions diplomatiques et politiques. Au-delà de cela, je crois que la situation est très calme dans le nord,
il n'y a rien à signaler. Les mobilisations militaires dont on parle de gauche à droite ne sont pas d'actualité. Et donc nous sommes en train de suivre vraiment de très près ce qui se passe sur le Douméra et aux alentours. Et au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'inquiétude à se faire et nous allons voir dans les jours à venir, dans les semaines à venir, comment la situation va évoluer. Également dans l'actualité, hier soir, c'était au tour du ministère des Affaires étrangères d'organiser un iftar collectif au Sheraton Hotel de Djibouti. Plusieurs membres du gouvernement, l'ensemble des diplomates accrédités à Djibouti, les représentants des organisations internationales ont partagé avec le ministre des Affaires étrangères et ses collaborateurs un moment de joie et de partage, de rupture de jeûne. À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères a souhaité bonne fête de l'Aïd et du 40e anniversaire d'indépendance que notre pays va célébrer. Malgré sa stabilité, Djibouti est entouré par des pays en conflit avec la Somalie, le Sud-Soudan ou encore le Yémen. Actuellement, elle est devenue un dommage collatéral de la crise du Golfe avec le retrait des forces d'interposition du Qatar à Douméra. Vraiment une très bonne fête de l'Aïd al-Fitr. Et également une fête d'indépendance que les Djiboutiens vraiment attendent avec beaucoup d'impatience. C'est une période également assez troublée à travers le monde et en particulier dans cette région de l'Afrique de l'Est. Aujourd'hui, vous connaissez la situation qui prévaut au Yémen. La Somalie est en train de récupérer petit à petit sa santé et sa stabilité. Nous avons le Sud-Soudan qui a sombré dans une crise très profonde, et maintenant la crise dans les pays du Golfe, dont Djibouti est malheureusement devenu un dommage collatéral. Mais je crois que nous allons petit à petit essayer de sortir de cette situation. Nous avons rapidement saisi les instances internationales. Merci de votre présence et surtout bonne fête. Et le ministère de la Femme et de la Famille a célébré hier soir la journée internationale de la veuve au centre d'autonomisation sociale et d'action le centre Kazaf à Balbala, présidé par la ministre Moumine Ahmed Hassan, accompagnée par les femmes parlementaires et le directeur de la caisse militaire de retraite. Instituée par l'ONU, cette journée pousse le monde entier à regarder de plus près la situation des veuves et des orphelins, car ces femmes et ces enfants ne souffrent pas que de la perte de l'être cher, mais leur douleur sont amplifiées par la détresse des lendemains. Les veuves et leurs enfants sont particulièrement vulnérables à la discrimination morale via les exécutions, l'exclusion sociale, vulnérables aussi à la pauvreté, au manque d'éducation et d'accès à la santé. Cette année, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le ministère de la Défense et l'Union nationale des femmes djiboutiennes, a décidé de rendre hommage aux veuves et orphelins des martyrs de la contagion IL qui sont tombés et pas oubliés pour instaurer la paix dans notre région. Et dans son intervention, la ministre Moumine Ahmed a précisé qu'à travers ce geste, nous avons voulu démontrer notre reconnaissance et gratitude envers nos braves soldats qui sont toujours prêts à sacrifier leur vie pour la souveraineté de notre pays. C'est aussi une occasion d'afficher notre soutien aux familles. Ont également pris part à cette rencontre Madame le maire de Djibouti, Fatouma Ousmane Awale, les parlementaires tels que Fatouma Ahmed Kamil, Hassan Ahmed Bilil, le directeur de la caisse de retraite militaire et les élus locaux de la société civile de Djibouti. Lors de cette cérémonie, les matériels d'autonomisation ont été distribués à 33 veuves et des habits pour l'Aïd à quelques 150 orphelins. Ces matériels d'autonomisation permettront à certaines d'entre elles de renforcer leur activité génératrice de revenus déjà existante et à d'autres de créer ou lancer encore une activité afin de sortir de la précarité. Le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le ministère de la Défense, va accompagner et amplifier ces efforts pour que ces veuves soient autonomes financièrement. Et dans son intervention, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumine Ahmed, a tenu à remercier tous les partenaires nationaux qui se sont mobilisés pour la réussite de l'événement, tels que la Chambre de commerce et la NPI, qui ont œuvré à la réussite de cette soirée. Nous l'écoutons. Comme vous le savez, la catégorie des veuves et des orphelins est une priorité du chef de l'État. Plusieurs départements ministériels sont ciblés pour entreprendre et réaliser des initiatives ciblant les femmes et les orphelins.
vulnérables. Pour l'année 2017, le choix du gouvernement de Djibouti, par le biais du ministère de la Femme et de la Famille, a été de cibler les femmes veuves du contingent Hill, groupe armé qui sont des hommes de l'armée qui ont été en Somalie pour assurer la paix et qui sont morts à travers l'exercice de leur activité professionnelle. Dans le cadre de cette célébration, l'objectif principal, c'est de voir comment on peut venir en aide aux veuves. Quel type d'aide sont données à ces femmes-là? C'est leur donner du matériel pour qu'elles puissent exercer des activités génératrices de revenus et puissent assurer une autonomie économique. Cette année, la spécificité, nous n'allons pas simplement donner du matériel aux femmes veuves, mais nous allons aussi, puisque nous nous trouvons dans une période où on est en train de célébrer deux fêtes, le 40e anniversaire et la fête Al-Eid al-Fitr, nous allons remettre des vêtements aux orphelins. Pour réaliser cette activité, nous avons fait appel au ministère de la Défense, qui a collaboré étroitement avec nous, nous a remis la liste des femmes de ces martyrs, a pris le soin de contacter ces gens-là et nous a énormément facilité dans un temps record. Et nous tenons à remercier les responsables de ce département ainsi que le ministre qui a en si peu de temps pu mobiliser toutes ces personnes. Cette célébration de cette journée, nous la fêtons avec le ministère de la Femme et l'UNFD. Je dis bonne fête à toutes et à tous et nous allons remettre des matériels pour que les femmes puissent exercer. Elles ont déjà une activité, on va venir renforcer leur activité. Certaines n'avaient pas d'activité, on va leur donner du matériel pour qu'elles puissent avoir des activités génératrices de revenus. Et espérons ce petit geste que nous sommes en train de faire pour ces familles-là pourra contribuer à leur bien-être. Et dans le cadre des préparatifs des festivités du 40e anniversaire de notre pays, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en partenariat avec le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, est en grand préparatif au stade Gouled en vue de présenter des activités autour de la célébration du 40e anniversaire. Plus de 724 élèves issus du collège de Fukuzawa et des CDC d'Anguela, Arhiba et du quartier 7 sont à pied d'œuvre depuis près de 2 mois au stade Gouled pour des répétitions en vue de présenter les mouvements d'ensemble lors de la cérémonie de célébration du 40e anniversaire de notre pays dans quelques jours au stade Gouled. 500 professeurs et encadreurs du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et du milieu associatif sont mobilisés pour l'encadrement et la préparation de ces jeunes pour l'exécution de mouvements d'ensemble qui sera présenté lors de la grande soirée de célébration prévue au stade Gouled. Chaque soir, après le foutour jusqu'à tard dans la nuit, les entrées et les sorties, les figures et mouvements sont répétés pour une représentation synchronisée de ces mouvements d'ensemble qui vont dessiner des figures et représenter notre patrimoine et nos acquis durant ces 40 ans d'indépendance. Les organisateurs sont satisfaits de l'état d'avancement des répétitions et se disent confiants pour la représentation jour J au stade Gouled. Ce travail est le fruit des efforts conjugués de plusieurs départements, dont le ministère de l'Éducation nationale, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche pour son appui logistique avec la disponibilisation des bus ainsi que le comité national chargé des festivités de ce jubilé d'émeraude du 40e anniversaire de notre pays. Les responsables du stade qui a mis tous les moyens techniques et logistiques, son personnel à la disposition de cet événement. Je pense qu'on peut se féliciter de cette bonne coopération qui nous laisse présager une réussite pour la célébration de ce 40e anniversaire. Et l'association Union pour le développement du quartier Kartilé, actif dans la mobilisation et la sensibilisation des jeunes du quartier et du pays, a organisé hier soir une cérémonie pour célébrer le 40e anniversaire de l'indépendance de notre pays.
La cérémonie s'est déroulée en présence de Madame le maire Fatima Awali Ousmane et les échanges ont porté sur l'historique de notre indépendance et du développement de notre pays. Également dans l'actualité, la caravane de l'indépendance de la région de Dikil a organisé une grande soirée d'animation à As'ila en présence de la population, des autorités locales et des membres de la caravane qui sillonnent toutes les localités de la région de l'unité. La soirée était riche en couleurs avec des animations, des projections, des films sur l'historique de l'indépendance et les moments forts de notre développement. Même de la situation pour trouver une issue à cette guerre. L'année suivante, il ouvre des négociations avec la rébellion, avec l'aide de son chef de cabinet et du Premier ministre Barham Dirat. Le 26 décembre 1994, signature des accords de paix et de réconciliation nationale entre le gouvernement et le FRI, mettant fin au conflit armé engagé en 1991. Attirer des investissements ne peut survivre et une démocratie ne peut. Et à l'instar de la capitale, la rupture collective des jeunes est organisée également dans les régions. C'est ainsi que l'association Tagori Ila a organisé dans la soirée d'hier un futur collectif. L'objectif du futur collectif pour l'association Tagori Ila a été de partager un moment de joie et de partage avec les membres et les autorités régionales dans un premier temps. D'autre part, ce fut également une occasion d'associer la communauté de la Ville Blanche au bilan des activités de l'association Tagori Ila. Le futur s'est déroulé en présence du préfet adjoint Omar Jama' et vice-président du conseil régional, le président de l'annexe RPP Tadjoura, Ali Mohamed Gadili, ainsi que plusieurs ulama de la Ville Blanche et des jeunes. Et comme les années précédentes, la mosquée Moulk du quartier Errant a abrité jeudi soir la cérémonie de clôture du concours de mémorisation du Saint-Coran. Ce concours a été organisé par le comité de gestion de la mosquée durant le mois sacré du Ramadan, à l'initiative de la grande bienfaiteur djiboutien, Cheikh Abdurrahman Ahmed Taha. La cérémonie s'est déroulée donc en présence notamment de l'ambassadeur du Yémen à Djibouti, Abdallah Al-Sourati, et du Cheikh Abdurrahman Ahmed Taha, le propriétaire de l'établissement Abu Ahmed, pour l'exportation et l'importation, ainsi que l'imam de la mosquée, Cheikh Waddah Abdallah, et plusieurs invités dans les notables du quartier. Au cours de cette cérémonie qui vient à la fin du mois béni du Ramadan, les lauréats des différents niveaux ou chapitres du concours ont reçu des prix et des récompenses fournis par Cheikh Abdurrahman Ahmed Taha, qui encourage toujours les gardiens du livre d'Allah. Abdurrahman Ahmed a insisté dans son intervention à cette occasion sur l'importance de pousser les jeunes à un âge précoce à des écoles coraniques. Il a profité également de cette occasion pour adresser des félicitations au président de la République et au peuple de Djibouti à l'occasion de l'avènement de l'Aïd al-Fitr et de la célébration du 40e anniversaire de l'indépendance nationale. Il a souligné en même temps l'attention accordée au Saint-Coran par notre pays sous le leadership du chef de l'État, en évoquant le concours régional de mémorisation du Saint-Coran, autrement appelé le prix du chef de l'État. À son tour, l'imam de la mosquée, Moulk Cheikh Waddah Abdallah, a salué les organisateurs de ce concours en faveur des jeunes de quartier. Et pour sa part, l'ambassadeur du Yémen à Djibouti, Abdallah Al-Sourati, a dans une brève allocution salué les efforts menés par le comité de supervision de la mosquée depuis de nombreuses années pour promouvoir le Coran avec le soutien et le parrainage du Cheikh Abdurrahman Ahmed Taha. Il a souligné que ce concours a été très populaire par les gens du quartier qui participent aux différents niveaux chaque année. Le diplomate yéménite a également évoqué des vertus de la mémorisation du Saint-Coran, expliquant que le livre de Dieu élève sa famille au plus haut rang dans le jardin de l'éternité. Enfin, M. Al-Sourati a félicité le lauréat du concours et les a invités à poursuivre ce chemin pour servir le livre d'Allah.
Et enfin, actualité internationale pour clore cette édition. En Chine, près de 100 personnes pourraient avoir été ensevelies par un glissement de terrain qui a frappé ce samedi un village de la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, ont annoncé les autorités. Quelques 40 maisons du village de Ximo ont été englouties vers 6 heures heure locale par un glissement de terrain après l'effondrement d'un pan de montagne, a indiqué le gouvernement local. Et les débris ont par ailleurs bloqué le lit d'une rivière sur 2 km selon la même source. Et les glissements de terrain surviennent régulièrement dans les zones rurales et montagneuses de la Chine, en particulier durant les fortes pluies. Au moins 12 personnes ont perdu la vue en janvier lorsqu'un éboulement a dévasté un hôtel de la province du Hubei. Voilà donc, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, nous nous retrouvons dans quelques instants. Camississima pour hommes. L'élégance et la classe du style italien. Pour toutes les occasions. Camississima chez Svams. Durant tout le mois de Ramadan, les agences commerciales de Riyad, Chermoussa et Boulaos seront exceptionnellement ouvertes de 20h à 22h30, du dimanche au jeudi. À l'occasion de la célébration du 40e anniversaire, Djibouti Telecom offre à chaque client ADSL 40 gigas de téléchargement. Merci de nous rejoindre encore pour ce focus l'après-midi avec Ali Abdullahi. Bonjour Ali. Bonjour Ahmed. Donc nous allons nous rendre dans un premier temps en Afghanistan, où bien sûr des attentats ont fait plus des 200 morts et 700 blessés. Oui, effectivement, Ahmed. Donc, l'Afghanistan vient de vivre le mois du Ramadan le plus meurtrier depuis le début de l'opération américaine en 2001, selon donc la décompte faite par l'agence France Presse à la veille de l'Aïd el-Fitr, avec moins, vous l'avez dit, de 200 morts, principalement des civils, et 700 blessés malheureusement. Ce mois sacré pour le musulman, entamé le 27 mai dernier, a été notamment marqué par une attaque au camion piégé en plein Kaboul. C'était le 31 mai. Cet attentat qui visait le quartier diplomatique, la pire qu'ait subi dans Kaboul, la capitale afghane, en 16 ans, a fait au moins 150 morts, tous afghans, et 400 blessés. L'attentat n'a pas été revendiqué. C'est ce qu'a jeté donc des centaines de manifestants dans les rues pour protester contre l'insécurité, dont 4 au moins ont été tués par des tirs de la police. 3 kamikazes se sont fait donc exploser le lendemain, le 2 juin, pendant les funérailles d'une des victimes, tuant encore 7 personnes. Le carnage du 31 mai et les événements qui ont suivi ont laissé la capitale sonnée, hantée par la peur d'un nouvel attentat. Les hostilités avaient commencé au premier tour du jeûne avec l'explosion à Khost, à l'est du pays, d'une voiture piégée par les talibans ciblant une milice locale du sinistre réputation, financée donc par la CIA. 13 personnes avaient été tuées et 6 avaient été donc blessées. Les talibans, mais aussi le groupe État islamique, installé principalement dans l'est du Kaboul, mais connu pour
visé la minorité chiite, ont également attaqué une mosquée chiite dans Kaboul, un site de prière à Herat dans l'est du pays également, et plusieurs positions des forces de sécurité dans les provinces de Parwan et de Paktia, causant la mort de 20 personnes et blessant des dizaines de personnes. L'animation qui précède, vous le savez habituellement, la célébration de l'Aïd el-Fitr avec la fin du jeûne est nettement plus retenue cette année à Kaboul, notamment la population qui redoute, Ahmad, des nouvelles attaques de la part des extrémistes persuadés donc de gagner à cette occasion, en particulier un billet direct pour le paradis, ce qui n'est pas en même temps le cas. Merci Ali pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.